Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors que la ville de Paris a décidé de soumettre au vote la présence des trottinettes en libre service dans la capitale, que représente l'économie de la trottinette en France? Combien de véhicules sont vendus chaque année? Quelles sont les dernières innovations technologiques? Bienvenue dans ce numéro spécial trottinette d'En route pour demain, tourné au salon Autonomie, le salon des nouvelles mobilités, ici à Paris, porte de Versailles. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Plus de 900 000 trottinettes ont été vendues en France en 2021. C'est pratiquement 2 fois plus par rapport à 2019. Et régulièrement, chaque semaine, ce sont près de 3 millions de Français qui en utilisent une, que ce soit leur trottinette personnelle ou celle qu'on retrouve en libre service dans les grandes villes comme Paris, mais aussi dans de plus en plus de villes, notamment en région. Et ces utilisateurs de trottinettes, on les retrouve surtout en fait dans les villes moyennes, les villes de 20 000 à 30 000 habitants. Bonjour Jean-Ambert. Bonjour. Vous êtes le président, le fondateur de Smart Mobility Lab. Donc c'est une agence qui accompagne et qui étudie cette transition vers les nouvelles mobilités. Alors ces chiffres de 2021, on les retrouve au niveau des ventes en 2022? Alors on va assister à une légère baisse du volume total de trottinettes électriques, tout en sachant qu'on assiste à une augmentation du chiffre d'affaires de ce secteur. Quand vous me dites hausse du chiffre d'affaires, ça veut dire que les gens dépensent plus pour leur trottinette. Ça coûte combien une trottinette en moyenne en France? Alors il y a 2 ans, elle était à 340 € et on va franchir la barre des 400 €. Donc on voit bien que c'est un secteur et un marché qui se consolide et on assiste à un ancrage de plus en plus important de cette pratique au quotidien des Français qui sont utilisateurs de ces engins, entre 2,5 millions et 3 millions d'utilisateurs au quotidien en France. Donc ça veut dire que quand on s'équipe avec un engin qui est de plus en plus fonctionnel, qui a de plus en plus de technologie, donc qui est plus cher. Si on prend le chiffre d'affaires total du secteur, ça représente quoi en France? Alors, si on intègre aussi bien les EDP, engins de déplacement personnel, il y a 1 an et demi, on était à 450 millions de chiffre d'affaires. Les trottinettes, on va être à peu près à 300 millions d'euros de trottinettes électriques, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on voit que c'est vraiment une filière en pleine croissance. C'est un secteur économique qui pèse. Du coup, si on le compare je sais pas, au secteur du vélo, je ne vais pas aller jusqu'à l'automobile parce que là, ça ferait un secteur vraiment beaucoup plus important. On est à peu près à égalité? Non, parce que c'est vrai que le vélo, avec ce secteur historique, et aussi avec les vélos mécaniques, c'est pas comparable, mais en même temps, c'est un usage qui est aujourd'hui complémentaire des utilisateurs du vélo. Et donc on voit bien même les courbes qui sont quasiment identiques. En tout cas, il y a un peu plus de ventes de trottinettes électriques que de vélos à assistance électrique. Il faut plus voir sur ce registre-là, sur finalement des nouvelles pratiques d'utilisation de ces déplacements domicile-travail. La trottinette, elle remplace la voiture, elle remplace un scooter, elle vient en complément de la voiture, comment on fait? Les deux. Alors oui, on a dans le cadre d'un observatoire de la micromobilité qui a été copiloté par la Fédération des professionnels de la micromobilité et la prévention routière, on a assisté dans le cadre d'un panel de plus de 800 personnes qu'on a suivi pendant 2 ans. Donc c'est vraiment des chiffres qu'on a suivis pendant 2 ans. On s'aperçoit que parmi notre échantillon, il y a plus de 10% du panel qui se sont séparés de leur véhicule thermique. Et 8%, donc la trottinette est une vraie alternative à la voiture? Effectivement, donc 8% se sont séparés de leur automobile et 2% c'était de leur scooter. Donc on voit bien que c'est un ancrage au quotidien. Alors il y a plus de 21% qui ont décidé de ne pas renouveler un achat, ou en tout cas de ne pas acheter un véhicule. En tout cas, voilà. Vous me dites 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, ancrage au quotidien. Est-ce qu'on vend des trottinettes en France? Est-ce qu'on en fabrique aussi? On en fabrique, il y a un certain nombre d'acteurs. Ce Made in France est amené à se développer, même le salon du Made in France récemment. Il y a des sociétés comme Plume, par exemple, Célérifère, c'est des fabricants français. Et donc avec cette traçabilité de l'ensemble des pièces en France. Donc oui, c'est une filière qui se développe et la fédération FP2M fait en sorte vraiment d'accompagner les acteurs de cette filière. Justement, on a une idée du pourcentage de trottinettes Made in France dans le total des ventes de trottinettes aujourd'hui, ou c'est encore trop compliqué? Là, c'est encore trop compliqué parce qu'il y a aussi toute la notion de la filière batterie qui est un enjeu important, mais c'est en voie de progression. Il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Donc voilà, je sais que récemment, il y a eu
certain nombre d'acteurs qui ont pu, et dont le président de la FP2M, rencontrer aussi le ministre des Transports, Clément Beaune, justement aussi en mettant en avant en mettant en avant de plus en plus organisée. Ouais. On parle du coup de vente, on parle de fabrication. Ça représente combien de salariés en France, l'économie de la trottinette? Alors c'est assez difficile parce que voilà, c'est une agrégation aussi bien d'éléments liés aux opérateurs de trottinettes électriques en libre service. Il y a bien sûr toute la filière des fabricants de trottinettes ou engins de déplacement personnel motorisés. La réparation, je me doute aussi. Réparation, SAV, mais c'est aussi l'assurance. Pour information, l'assurance est obligatoire. L'assurance est obligatoire. Et donc, beaucoup de personnes n'ont pas nécessairement connaissance sur tous les engins de déplacement personnel motorisés. Donc plusieurs dizaines de milliers de personnes, assez facile. Oui, effectivement, plusieurs dizaines de milliers. Et en même temps, il y a un besoin de chiffrer cette filière. Ouais. Et alors, dernière question très rapidement. On sait qu'à Paris, il va y avoir une votation qui va peut-être conduire à l'interdiction des trottinettes en libre service. Comment la filière vit c'est un peu ce bad buzz parisien? Oui, alors c'est vrai que c'est un bad buzz qui est assez permanent d'une certaine façon. La filière, finalement, se sent un peu incomprise par rapport à ça, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a deux types de mobilité. La mobilité partagée, comme à Paris, et puis dans d'autres grandes villes, où à Paris, la notion d'interdiction, ça crée aussi parfois le message finalement qui est faux sur le fait qu'il va y avoir une interdiction de toutes les trottinettes électriques. Ce qui est faux, c'est uniquement par rapport, éventuellement, par rapport aux opérateurs de trottinettes en libre service. Alors que c'est uniquement le sommet de l'iceberg, c'est quelque chose qui est assez visible, alors que le gros des troupes, c'est toute la filière aussi de trottinettes électriques et des engins de déplacement personnel motorisés privatifs. Et donc c'est en cela qu'il y a véritablement, comme je disais, un ancrage et en même temps un bad buzz, et donc c'est vrai qu'on veille au niveau de la fédération à faire en sorte de trouver aussi des contre-arguments par rapport à ça, parce que c'est assez facile de tirer sur la trottinette électrique, alors que c'est aussi un engin qui est accessible. Et pour beaucoup de Français, c'est une solution de mobilité que nous retrouvons ici. Merci beaucoup Jean-Ambert. On poursuit notre exploration du monde de la trottinette sur le Salon Autonomie avec Pascal Samama. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co. Voilà, c'est ici que je voulais vous emmener pour découvrir ce camion. C'est un van, c'est pas n'importe quel van, c'est pas un van pour se balader, faire des road trips. C'est un van de dépannage pour voitures électriques. Vous êtes en panne, vous n'avez plus de batterie, vous les appelez et ils font un rechargement de la batterie où vous soyez et au moment où vous le souhaitez. On va en parler directement avec les concepteurs de cette innovation, parce que c'en est vraiment une. Je ne crois pas qu'il en existe d'autres pour l'instant. Alors nous sommes avec Frédéric Cournot, qui est directeur général de IGAP France. Frédéric Cournot, vous représentez une société, vous avez développé un camion dépanneur pour voitures électriques. Expliquez-nous un peu comment ça marche, à quoi il sert. IGAP, c'est le premier service de recharge mobile en Europe. Pas uniquement pour le dépannage. Le dépannage, c'est une activité que l'on fait, mais on recharge tout type de véhicule électrique là où il se trouve. Donc le client va commander une recharge avec l'application IGAP. En 3 clics, il va dire « je veux à tel endroit, dans tant de temps, une recharge pour mon véhicule ». Comment ça marche exactement pour devenir client d'IGAP? On télécharge l'application IGAP, on s'enregistre, on enregistre son véhicule, et ensuite on commande en 3 clics une recharge comme on commanderait un taxi ou une pizza. On va dire l'endroit où se trouve notre véhicule électrique, la quantité de recharge et le moment où on le veut. Alors pour l'instant, vous démarrez, ça fait 1 an que vous existez, vous démarrez par l'Île-de-France, c'est ça? C'est ça. Aujourd'hui, on est présent en Île-de-France depuis 1 an tout pile. Vous avez combien de véhicules? On a 6 véhicules qui tournent dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne. Et nous allons bientôt ouvrir à Lyon au mois de mai, à Bordeaux cet été et dans d'autres villes en France dès le second semestre. Vous rechargez les batteries de voitures, mais pas uniquement, vous faites aussi les motos, les scooters. Expliquez-nous un petit peu le concept. Alors on ne fait pas les scooters, on fait les motos électriques, oui, les véhicules particuliers, les véhicules utilitaires. On peut éventuellement charger des bus et des poids lourds. Vous faites les scooters, il y a le C04, le scooter de BMW. Oui, le C04, oui, qui est une moto électrique, voilà. Oui. Tant que la moto a un connecteur de type 2,
similaires aux véhicules, on fait. C'est ça. En fait, il faut un connecteur de type 2. Et là, vous faites tous les véhicules qui en sont équipés. Exactement. Et notre camion délivre du courant alternatif ou continu et permet de recharger un véhicule de 20 à 80% en 30 minutes environ. Après la dépanneuse électrique, nous allons voir un scooter urbain, un scooter français, pas cher, pratique, bref, le scooter vintage mais à la sauce 21e siècle. Alors là, nous sommes sur le stand de Tim. Tim, c'est une société de Castres qui a développé, qui a créé une gamme de scooters. Il y en a 3 en 50 et 125 cm3, équivalent bien sûr. C'est des scooters qui ont l'air très anciens, c'est des scooters qui ont l'air vintage. Par contre, ils sont totalement électriques, évidemment, et surtout, ils ont un modèle économique qui est assez intéressant. Le patron de Tim va nous expliquer ça immédiatement. Jonathan, vous représentez Tim Scooter, vous êtes directeur d'activité de l'entreprise. C'est une société qui est basée à Castres. Vous faites des scooters électriques donc, dans votre usine. Le modèle économique est assez intéressant. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez décidé de faire pour simplifier la vie des acquéreurs de scooters électriques. Bien sûr, donc tout d'abord bonjour. Il est vrai que nous, notre offre est, on va dire, un peu différente de nos concurrents, c'est-à-dire qu'on va livrer chez le client le scooter directement et vous pouvez l'utiliser le jour même où on vous fait la livraison. Donc on va s'occuper donc de tout ce qui va être immatriculation, carte grise, mais également de vous fournir casque, gants pour que vous puissiez partir avec votre scooter électrique directement. Vous avez des tarifs quand même assez intéressants. Votre gamme de scooters, ça va de 2 000 à 3 000 euros, tout compris. Exactement, comme vous l'avez dit, on a une gamme de scooters, donc 3 scooters en équivalent 50 ou équivalent 125 cm3, entre 2 000 et 3 000 euros TTC. Donc aujourd'hui, moins cher qu'un vélo électrique. Et on a une offre aussi de financement qui peut aller de 2 à 3 euros par jour. Et votre modèle permet vraiment de conduire son scooter immédiatement après l'avoir reçu. Je le commande sur Internet, je le reçois. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? L'assurer? Juste l'assurer et puis lorsque vous avez utilisé votre scooter entre 80 et 100 km d'autonomie, pensez à le recharger pour la prochaine utilisation uniquement. Pour les batteries, il y a 1-2 batteries selon l'autonomie qu'on veut. C'est un scooter urbain. Exactement. On varie entre 70 et 100 km d'autonomie. Vous avez donc le modèle 125 avec une seule batterie et les modèles 50 avec la possibilité d'avoir 2 batteries, donc plus de 100 km d'autonomie. Et donc vous le rechargez uniquement donc, sur une prise 220 classique chez vous, comme un téléphone portable. Alors on dit toujours que le problème des véhicules électriques, c'est l'autonomie, c'est la batterie, mais pas que. C'est souvent les roues, les pneus bien sûr. Si on crève, on a beau avoir une batterie pleine, le véhicule ne pourra pas démarrer. Et là, Supreme Deutsch, c'est une société hollandaise, a créé, a inventé une chambre à air qui est increvable. C'est du polystyrène condensé. C'est l'équivalent d'une pression de 3,5 bars, ce qui est impressionnant. C'est compatible avec tout type de roue. On l'installe, on met son pneu par-dessus et le vélo peut rouler avec une chambre à air comme ça jusqu'à 15 000 km, ce qui est phénoménal. La pression est impressionnante. On peut monter ça sur un vélo de route, sur des VTT, sur tout type de vélo. C'est assez impressionnant pour le prix. Une chambre à air qui va tenir 15 000 km environ. Alors c'est vendu aux distributeurs une trentaine d'euros. Pour le grand public, ça va coûter certainement plus cher. Il y a la logistique à payer, bien sûr. Il y a la marge du revendeur. Alors l'innovation est bien sûr néerlandaise. Nous le trouvons sur le stand des Pays-Bas, le seul stand étranger du salon Autonomie. Et nous allons demander à l'ambassadeur des Pays-Bas en France s'il pense que son pays a servi de modèle aux autres pays en matière de mobilité. Aux Pays-Bas, il y a cette tradition de la mobilité par vélo, essentiellement. Par exemple, ma mère qui a maintenant 83 ans, toujours fait les courses en vélo. Alors là, il y a une expérience collective qui nous aide maintenant dans la transition écologique. Je suis assez fier qu'aujourd'hui, ici sur ce salon Autonomie, les Pays-Bas, c'est le seul pays qui a un stand national avec beaucoup d'entreprises qui se focalisent sur 3 terrains. L'électrique, alors il y a une très haute densité de bornes de charge aux Pays-Bas, alors là il y a aussi beaucoup d'expérience. Le deuxième point, c'est le transport par cargo bike. Là aussi il y a beaucoup d'expérience. On a commencé déjà aux années 20 du siècle passé.
Et finalement, il y a beaucoup des applis, alors des solutions smart pour le transport. Alors là, je pense que aussi d'autres pays ont beaucoup à offrir, mais la Hollande a certainement quelque chose d'intéressant. Sur le salon autonomie, après les vélos, après la voiture, après tous les engins qu'on a vus depuis tout à l'heure, on passe bien sûr à la trottinette. La trottinette, c'est un engin qui est de plus en plus utilisé dans les zones urbaines. Il y a eu 900 000 trottinettes de vendues en 2021. Le chiffre ne fait qu'augmenter évidemment. Et là, nous nous trouvons avec Lime qui a développé un nouveau système de sécurité pour ces trottinettes pour faire baisser l'accidentologie quand on monte à deux. Donc c'est un système de sécurité qui va empêcher, donc dès lors qu'on détecte 2 personnes sur une trottinette, on immobilise le véhicule grâce à des détecteurs embarqués sur la trottinette qui permettent de détecter plusieurs facteurs, dont l'accélération, l'angle du véhicule, ainsi que d'autres facteurs pour détecter les variations de poids sur une trottinette et immobiliser cette trottinette-là s'il y a conduite à 2. Donc une fois la trottinette immobilisée, on empêche l'utilisateur de continuer son trajet sur cette trottinette. Il va devoir la garer et en prendre une autre. L'idée, c'est de dissuader les utilisateurs de monter à 2 sur les trottinettes. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Est-ce que vous avez déjà fait des opérations pour tenter d'éduquer l'usage de la trottinette? Bien sûr, donc on a fait beaucoup d'opérations de sensibilisation sur ce sujet-là, mais on sait bien que c'est un sujet qui préoccupe les municipalités et les villes. Donc on a souhaité aller un cran plus loin en implémentant cette nouvelle technologie pour empêcher tout usage à 2 sur nos trottinettes et répondre aux enjeux de sécurité des villes, des usagers, des non-usagers et des municipalités bien évidemment. Donc il y a des détecteurs qui sont embarqués sur toute la flotte aujourd'hui. On utilise ces détecteurs-là et plusieurs facteurs pour pouvoir détecter la conduite à 2. Donc aujourd'hui, c'est le software, l'intelligence embarquée qui nous permet de détecter les variations brusques de poids avec multicritères. Donc l'accélération, comme je l'ai dit, l'angle et plusieurs autres critères aussi qui font qu'on peut, avec suffisamment de confiance, immobiliser le véhicule. Voilà. À partir de quand on ne pourra plus être à 2 sur vos trottinettes dans Paris? Dans quelques mois, donc si le programme des trottinettes est renouvelé, si la décision du vote du 2 avril est positive, vous allez voir ce système-là disponible sur nos trottinettes dans quelques mois. Est-ce qu'il sera effectif sur tous les endroits du monde où vous êtes implanté? Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, l'avantage de Lime, c'est qu'on est présent dans 250 villes dans le monde. Quand on développe des technologies du genre qui concernent le software, on est capable de l'escaler partout dans le monde. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Allez, pour finir cette émission spéciale trottinette, nous allons parler infrastructure. Comment mieux intégrer sur nos rues, dans nos pistes cyclables, les nouveaux engins de mobilité et puis surtout les trottinettes. Et pour en parler, je rejoins Carolina Cominotti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires publiques du Salon d'autonomie, mais vous êtes surtout architecte, notamment spécialiste de l'aménagement urbain et de la mobilité. Alors, on en parle souvent en cas d'accident avec les trottinettes. Est-ce que nos rues, est-ce que nos pistes cyclables sont adaptées à ces nouveaux engins de mobilité? Alors, bonjour Pauline, merci beaucoup en tout cas. En fait, je suis très ravie parce que justement, c'est vraiment quelque chose qui est très relié au dessin urbain. Donc, on ne peut pas penser que l'espace urbain il est figé. En fait, c'était nous qui on a mis en place les rues. Il faut on pense toujours à ces évolutions. Donc, l'espace urbain, il doit accompagner aussi les nouveaux usages. Et en fait, le plus important, c'est de penser que l'espace urbain, c'est la partie la plus importante de nos villes. En fait, c'est l'espace où la vie en ville, elle se déroule. Donc, c'est très important que ce soit adapté aux besoins actuels. Donc, oui, effectivement, l'espace urbain, il doit être aménagé aussi en fonction des nouveaux besoins. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des aménagements spécifiques qui sont faits pour les trottinettes? Est-ce qu'on a réfléchi dans certaines villes à les intégrer? Alors, normalement, elles sont censées évoluer sur les pistes cyclables, mais est-ce que justement, on a prévu des aménagements spécialement pour elles, pour
mieux les intégrer, que ce soit avec les cyclistes, mais aussi avec l'automobile, qui a une place très importante en ville. Oui, donc justement, il faut bien penser que les automobiles, elles ont beaucoup d'espace dans nos villes. On a pratiquement fait les villes autour des automobiles. On a mis beaucoup trop de place pour eux. Et finalement, maintenant, il faut qu'on commence à réfléchir plutôt les enlever pour faire plus de place pour les moyens de transport qui sont décarbonés, par exemple comme la marche, les vélos, mais aussi ces nouveaux modèles de transport et de mobilité comme les trottinettes qui puissent aider justement à améliorer la ville. Ouais, à se déplacer finalement de manière plus décarbonée, parce que c'est l'intérêt de ces nouvelles mobilités aussi. Il y avait un rapport de l'Académie de médecine il y a quelques mois qui pointait justement les infrastructures comme cause d'accidents, notamment pour les trottinettes. Dans les infrastructures, est-ce qu'il y a aujourd'hui des bonnes pratiques que vous voyez qui se développent et où vous vous dites tiens, ça devrait se développer dans toutes les villes qui accueillent ces trottinettes, qui accueillent ces nouveaux engins de développement personnel, de mobilité personnelle? Alors nous avons des belles pratiques en Oslo notamment. Ils ont mis en place beaucoup plus d'espace justement pour que les trottinettes puissent se développer avec les cyclistes. Donc ils ont des belles pratiques. Et aussi Tel Aviv, bien sûr, ils ont aussi une très bonne relation, mais parce que aussi la politique publique a été construite beaucoup autour de la communication, donc pour les usagers, donc c'était très bien, un super exemple. Et aussi les villes qui sont en bord de l'eau, normalement, elles ont un autre rapport avec ces types d'engins, justement. La mobilité y est plus douce dans ces villes-là? C'est pas que la mobilité est le plus douce, mais en fait, c'est beaucoup plus une partie d'expérimentation parce que c'est normalement relié au fil des eaux. Donc, normalement, les gens sont en mode plutôt expérimentation pour essayer de nouvelles activités là-dedans. Donc, c'est un contexte différent dans des avenues, des rues un peu plus chargées. Donc c'est bien pour commencer à essayer et après passer dans des conditions un peu plus restantes, avec beaucoup plus de gens qui sont sur les rues. Donc le plus important, c'est vraiment retenir que l'espace public, c'est la chose la plus importante des villes. Donc c'est la partie la plus vivante et accueillante de toutes les villes. Donc c'est vraiment, il faut que les pouvoirs publics ils savent partager et bien distribuer en fonction des besoins, mais aussi en fonction des moyens qui sont plus propres, bien sûr, et qui sont décarbonés, comme la marche, les vélos et aussi, bien sûr, les transports publics, qui c'est la grande épine dorsale du transport, bien sûr. Exactement. Je pense justement, autonomie, dernière question, c'est un salon qui est à Paris. Paris a souvent été vu comme le laboratoire des nouvelles mobilités. On sent aujourd'hui que c'est un peu compliqué avec les trottinettes. C'est quoi pour vous la bonne pratique à Paris en termes de mobilité et ce qu'il faudrait faire évoluer ? Alors, je pense que Paris, elle prend en soin beaucoup ses espaces publics. Donc, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'on voit, par exemple, les berges de Seine, la place de la République qui a été refaite. Après, on a vu d'autres places qui ont été refaites aussi, comme Bastille et Nation. Donc, toutes ces places, elles ont été repensées justement pour donner plus de place à la marche, au vélo et aussi aux trottinettes, aux gens qui font du skate. Donc, ça, c'est le bon point. Et donc, le mauvais point à Paris, ce qu'il faudrait faire évoluer? Alors, je pense qu'il y a une densité qui est assez importante à Paris. Donc, c'est vraiment une chose qui, pour maîtriser, je pense qu'il faut qu'on s'appuie plus aussi sur la technologie, sur d'autres outils qui puissent nous aider aussi à gérer mieux l'espace. Les flux entre les différentes modes de transport. C'est vrai que la densité à Paris, c'est quelque chose qui... c'est contraignant, en fait. Ouais, c'est bien, mais en même temps, c'est difficile à gérer. C'est beaucoup de monde dans un même endroit. Donc, c'est... Bah écoutez, merci beaucoup Carolina Cominotti, directrice d'affaires publiques d'Autonomie. Et bien voilà, c'est déjà la fin de notre En route pour demain spécial trottinette. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le week-end prochain sur BFM Business, tout au long de la semaine sur Tech & Co. À bientôt. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.